Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 54, la mère de toutes les batailles. Tout le monde a compris en 450 que le roi des Huns a décidé d'attaquer les autres, à savoir les armées de Valentinien III et de son bras droit Aetius. Pourquoi, me diriez-vous ? Alors là, les explications diverses et variées ne manquent pas chez les auteurs antiques. Que ce soit la volonté de mettre une bonne raclée aux Visigoths, ou l'association des génies du mal avec les Vandales d'Afrique du Nord pour des lendemains qui chantent dans l'Empire romain, ou même l'improbable love story entre le Hun et la sœur de l'empereur, la belle et rebelle Honoria, voire même la dispute entre les deux princes francs qui aurait déclenché la guerre entre les deux empires, pour savoir qui contrôle le bout de marécage qui sert d'embouchure au Rhin. Tout est envisageable. C'est comme la SNCF, c'est possible. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'Attila a besoin d'un peu plus que de l'amour, de la gloire et de la beauté en 451. Ce qu'il lui faut, avant tout, c'est de l'or. Et c'est exactement ce qu'il va aller chercher en Gaule. Quitte à provoquer la plus grande bataille rangée du 5e siècle, comme nous allons le voir dans cet épisode. Attila n'a pas forcément d'autre choix que d'attaquer la Gaule en 451 s'il veut continuer de financer son énorme armée composite et remplir ses coffres. Surtout depuis qu'un nouvel empereur à l'Est, successeur de Théodose II, a décidé de montrer les muscles et de ne plus rien lui verser. Or, il sait que l'Empire d'Occident peut lui donner ce qu'il veut. Un empire instable politiquement depuis des années, qui s'est toujours couché devant la raquette des barbares et qui n'a plus de véritable force militaire à lui opposer. Si l'Ouest est toujours affaibli politiquement, avec l'éclatement en État semi-indépendant des dernières années, la province de Gaule reste riche et offre une superbe opportunité. Et c'est ainsi que le Hun se met en marche à la fin de l'hiver 451, à la tête d'une coalition gigantesque de guerriers germaniques ou orientaux qui lui sont soumis. Les Gépides, Ostrogoths, Suèves, Alamans, Hérules, Thuringiens, Sarmates et même Francs, comme on l'a raconté. Tous ces peuples, qu'ils soient eux-mêmes nomades d'Asie centrale entraînés vers l'ouest avec les Huns ou Germains vivant au nord du Danube, suivent de gré ou de force l'empereur des Huns. Les textes exagèrent énormément les chiffres, mais on parle vraisemblablement d'une armée de dizaines de milliers, peut-être même 60 000 guerriers qui attaquent au début du printemps. Une grande internationale du pillage qui franchit le Rhin, probablement autour de Strasbourg. Et cette armée est absolument redoutable pour l'époque, regroupant fantassins, armes de siège et cavaliers grâce à sa coalition multiethnique, la plupart de ces peuples étant des fournisseurs historiques de mercenaires et connaissant donc tous les armées romaines et leurs tactiques. Et puis, il y a l'arme secrète. Les Huns ont des troupes de choc bien à eux, bien sûr, leurs légendaires archers à cheval. Issus du monde nomade, les guerriers Huns sont entraînés dès le plus jeune âge à manier parfaitement les petits chevaux ultra résistants venus des steppes d'Asie. Une cavalerie ultra mobile donc, rendue littéralement mortelle grâce à l'autre spécialité des Huns, l'arc composite. Un arc fait d'un assemblage de bois et d'eau, plus petit mais plus puissant qu'un arc traditionnel, et donc parfaitement adapté au combat à cheval qu'ils maîtrisent à la perfection. Et oui, et c'est en combinant leurs deux atouts, cavalerie ultramobile et tir à l'arc, qu'ils ont perfectionné au fil du temps leur fameuse tactique, le harcèlement. En quoi cela consiste-t-il exactement ? C'est tout simple. Lors de la première phase, l'attaque éclair, les cavaliers convergent sur un point ennemi et les arrosent copieusement de flèches, pour en mettre le plus possible hors de combat. Pour ensuite, lors de la deuxième phase, le repli tactique, se retirer manu militari vers une zone hors de portée de l'ennemi,
et éviter ainsi toute contre-attaque. La beauté du truc, c'est d'enchaîner ces phases 1 et 2 jusqu'à briser le moral de leurs adversaires et passer à la curée. Au Shifumi de l'Antiquité tardive, le papier 1 gagne tous les jours contre le caillou romain. Leur tactique est le contre idéal contre des armées de légionnaires trop statiques pour contrer leur cavalerie mortelle. Même si la Légion a quand même beaucoup évolué depuis le IIe siècle. Mais ceci est un autre sujet. Attila était donc vraiment redoutable au Ve siècle, à la tête de ses troupes de 1 et des autres contingents multiethniques soumis. La totale, quoi. Mais de l'autre côté du ring, qui avons-nous, Xavier? Alors, par facilité, on aurait envie de dire les Romains, bien sûr. Mais en fait, difficile d'avoir des certitudes là-dessus. On peut effectivement imaginer que Aetius a encore quelques légions venant de Gaule ou d'Illyrie, même si un auteur contemporain qui rapporte les événements de l'année 451 nous parle d'Aetius quittant l'Italie pour confronter Attila avec, et je le cite, une troupe de quelques auxiliaires clairsemés, sans un seul soldat régulier. Ce qui est probablement une exagération, mais doit faire écho à la réalité d'un empire depuis longtemps incapable d'organiser et de payer des armées régulières, et s'en remettant à des chefs de guerre et à leurs mercenaires barbares. En plus, il faut probablement compter justement sur l'absence des Huns côté ouest. Or, les succès des 20 dernières années d'Aetius ont été en grande partie dus à ces fameux contingents uniques, fournis dès les années 30 au général romain, en échange de substantiels paiements versés par Ravenne. Combien de ces hommes sont encore présents dans l'armée impériale, et combien sont rentrés au bercail pour servir le grand roi de leur peuple? Difficile à dire, mais probablement un certain nombre ont dû se ranger sous la bannière d'Attila, ramenant leurs chevaux, leurs arcs et leur savoir-faire au profit des envahisseurs. Qui reste donc avec Aetius en 451 dans ce cas? Probablement plus grand monde donc. Ce qui explique le retournement spectaculaire de situation cette année-là. Car le général de Valentinien III, face à la menace, prend donc une décision radicale. Il tend la main à tous les chefs barbares de Gaule avec un seul mot d'ordre. Former une grande coalition anti-Hun. Le dernier des Romains, comme on l'appellera assez ironiquement un jour, décide de s'allier avec ces hommes qu'il n'a fait que combattre pendant 20 ans. Preuve qu'il n'a plus beaucoup de troupes disponibles pour s'opposer à l'armée d'Attila. Aetius réunit donc les Burgondes, installés à peu près dans la région Rhône-Alpes moderne depuis plus de 10 ans, suite à leur démêlés avec les Huns justement, mais aussi les Alains, peuple venu avec la grande invasion de 406 et qui contrôle maintenant la région d'Orléans. Et puis, le peuple le plus puissant de Gaule, les Visigoths d'Aquitaine, qui finissent donc par accepter cette étrange alliance contre nature, malgré 2 décennies de conflits incessants avec Aetius lui-même. Et pour terminer, les Francs. En tout cas, des Francs, qui eux aussi rejoignent la grande coalition en ce printemps 451, alors que la menace unique se matérialise aux frontières. Oui. Alors pour éviter toute mauvaise interprétation, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est avant tout de l'autodéfense, cette coalition. Pas le grand sursaut national pour défendre Ravenne. À part Aetius, on peut penser que personne ne se bat vraiment pour l'Empire romain. D'ailleurs, on n'a de traces d'aucune autre force de l'Empire vivant en Ibérie comme les Suèves, ou en Afrique du Nord comme les Vandales. Les barbares qui se coalisent sont tous des barbares vivant en Gaule. C'est d'abord et avant tout eux-mêmes qu'ils défendent contre la menace unique. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'intervient l'hypothèse des fils de Clodion, les 2 rois francs anonymes, mais supposés descendants du grand roi Salien, qui rejoignent chacun un camp opposé, avec Mérové à la tête des Francs de la coalition romano-gauloise. Enfin, encore une fois, peut-être. C'est seulement une hypothèse, basée sur le texte de Priscus et qui semble corroborer la mise en place des forces en 451. Car les Francs sont l'un des rares peuples parmi la multitude mentionnée qui va se séparer pour rejoindre l'un ou l'autre des 2 camps. Les Visigoths, Burgondes et Alains se rangent sous la bannière d'Aetius, pendant que Ostrogoths, Sarmates et tant d'autres soutiennent les Huns, les Francs, eux, se répartissent des 2 côtés. Ce qui peut être une confirmation sur la guerre civile en cours entre les 2 princes, ou plus simplement, une nouvelle preuve de la division historique de ce peuple depuis des décennies, ou les 2 en même temps. Quoi qu'il en soit, 451 marque le grand retour des armées de pillards en route vers la Gaule.
La coalition des Huns reprend le vieux schéma des Germains du IIIe siècle qui décident de franchir le Rhin pour dérober tout ce qu'ils peuvent dans les campagnes et les villes du nord du pays. Enfin, apparemment, parce qu'il n'est pas simple de reconstituer précisément l'itinéraire d'Attila dans les textes, tandis que les preuves archéologiques, elles, sont assez faibles. L'hypothèse habituelle, c'est que la colonne principale d'Attila traverse le Rhin à Argentoratum, c'est-à-dire Strasbourg, avant de suivre les voies romaines et de se diriger vers Aurelianum, c'est-à-dire Orléans, la ville riche du centre de la Gaule qui constitue apparemment le gros objectif de guerre d'Attila. Une ligne pas tout à fait droite donc, passant par Worms, Mayence, Trèves puis Metz pour le gros de l'armée, tandis que de petites colonnes sont détachées au nord et au sud pour piller plus largement le pays et aider au ravitaillement de l'armée principale. Toujours en suivant les textes tardifs, le premier grand coup d'éclat d'Attila se produit le 7 avril 451, à Metz en Lorraine actuelle justement, ville qui aurait eu le tort de lui résister trop longtemps. Alors, ces notables, encouragés par leur évêque, ont pu croire qu'une bande de nomades pouvait s'agiter autant qu'elle le voulait avec leurs chevaux et leurs arcs, mais que eux ne risquaient pas grand-chose derrière leurs murailles solides, construites au IIIe siècle par l'empereur Aurélien. Si c'est le raisonnement, c'est probablement une grave erreur, avec une coalition disposant maintenant de la panoplie militaire complète du Ve siècle. Les Huns ont mis le siège devant la ville dès le début du printemps et vont finir par faire céder un pan de la muraille sud à la veille de la fête de Pâques. Bien agacés par la durée du siège, les assiégeants pénètrent dans Metz, pillent la totalité de la cité, massacrent tous les habitants et incendient la ville de fond en comble avant de repartir pour l'ouest. Ok, mais je dis attention. Ça ressemble quand même à une belle exagération à la Grégoire de Tours, avec une date symbolique, des murailles qui s'écroulent à la mode Jéricho et d'affreux païens qui commettent le pire des crimes. La destruction de Metz n'est d'ailleurs pas confirmée par les archéologues. Tout ça sonne trop bien. La défense courageuse menée par l'évêque contre l'ogre païen Attila. Une première histoire, parmi tant d'autres d'ailleurs, dont les textes des auteurs chrétiens regorgent sur les soi-disant horribles attaques des pillards de l'Est, contrées par des hommes de foi et qui se ressemblent un peu trop pour ne pas être suspicieuses ou teintées de propagande. Mais si on fait l'hypothèse que Metz n'a peut-être pas été réduite totalement en cendres, mais à minima saccagée et brutalisée d'une manière ou d'une autre par les envahisseurs, n'allez pas imaginer un coup de folie des Huns. Ça peut aussi être une manœuvre toute politique de la part d'Attila en début de campagne. Une manœuvre qui consiste à envoyer un message haut et fort en direction du reste de la Gaule pour inciter toutes les autres villes à ne pas jouer les fortes têtes et à payer les Huns pour éviter de subir le même sort. Brûler, c'est sans doute amusant, mais Attila et sa coalition veulent du cash et surtout envoyer le message au reste de la Gaule que toute résistance est inutile, voire dangereuse, et que payer les Huns pour qu'ils vous épargnent est une bien meilleure option qui arrange tout le monde en fait. Pour en revenir au texte chrétien de Grégoire ou d'autres hagiographies, on trouve une liste impressionnante de villes mises à sac ou sur le point de l'être par la fureur des Huns, mais sauvées in extremis ou partiellement par l'intervention d'un saint homme ou d'un évêque, détournant par ses prières les coups des affreux barbares. Les Nicèses de Reims, soi-disant massacrés pour défendre l'autel de sa cathédrale, les saints Servais de Tongres, qui tentent de détourner l'attaque des Huns par ses prières, ou le plaidoyer de Loup, évêque de Troyes, qui tente de dissuader Attila de ravager sa ville. La meilleure histoire du genre restant évidemment celle de Geneviève, la Sainte Geneviève de Paris, qui a donné son nom à la montagne du 5e arrondissement. Une jeune femme en 451, née d'une famille aristocratique locale, qui vit sur l'île de la Cité en tant que vierge consacrée au Seigneur. Une femme qui a su se tailler une certaine influence dans la ville, soit par sa richesse et son éducation, soit par son aura religieuse déjà bien établie, soit encore peut-être par une place de curiale, c'est-à-dire de membre du conseil municipal de la ville. Dans tous les cas, une femme qui se retrouve en première ligne lors de l'approche du barbare printemps 451. Et selon sa biographie du VIe siècle, c'est elle qui va convaincre les Parisiens de ne pas abandonner la cité devant les Huns et de remettre leur sort à Dieu qui leur donnera la victoire. Une position qui, apparemment, ne fait pas consensus, vu qu'un grand nombre de ses collègues du conseil municipal l'accusent d'être un peu sorcière et veulent tenter la fuite pour sauver leur vie et leurs biens. Et c'est là que Geneviève aurait prononcé sa phrase célèbre devant cette lâcheté, et je la cite,
Que les hommes fuient s'ils le veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Un magnifique discours qui convainc finalement tout le monde de rester sur place pour défendre la ville avec la fermeté nécessaire et des prières incessantes pour repousser la menace. Ce qui va pousser Attila à contourner Paris finalement et à filer vers le sud en direction d'Orléans. Un succès inattendu et spectaculaire donc qui lance la grande carrière de Geneviève, devenue littéralement la sainte patronne de Paris. Encore une fois, comme nous l'avons déjà dit, cette version pieuse ne convainc pas complètement tous les historiens, qui notent la succession un peu suspecte du sort des villes. Soit détruites, soit sauvées par l'invocation du divin par un intercesseur d'une foi peu commune, vierge ou évêque. Et pour être clair, il y a d'autres explications moins glorieuses, mais bien plus plausibles quand même. D'abord, celle qu'Attila ne visait pas vraiment Paris, et que son objectif était Orléans. Donc il n'avait pas forcément beaucoup de raisons à s'embêter avec cette ville de seconde zone, pas forcément sur sa route. Ou mieux encore, la théorie du paiement d'un tribut à Attila par ses différentes cités et possiblement Paris pour qu'il passe son chemin pour aller pourrir la vie de quelqu'un d'autre. Une théorie qui colle bien mieux avec sa progression connue en Gaule et l'absence de traces claires de destruction durant cette campagne, comme l'ont encore une fois noté les archéologues. Alors ok, c'est moins glorieux, mais ça me paraît quand même beaucoup plus crédible. Disons que tirer un maximum de profit pour un minimum d'effort reste toujours la stratégie préférée des groupes de pillards. Et Attila a toujours été homme à obtenir ce qu'il veut, plutôt par la menace que de risquer par plaisir ses troupes en bataille rangée. Et puis, ça colle assez bien à la situation politique du moment, où les villes de Gaule n'ont plus aucune raison de prendre des risques spécifiques pour soutenir un groupe de mercenaires barbares au service d'Attila ou un autre groupe au service d'Aetius. Quelle différence exactement pour un Rémois ou un Parisien qui devrait payer de toute façon pour l'un ou l'autre? Une explication qui coche donc les deux fondamentaux de l'histoire rapportée sur Paris été 451, c'est-à-dire que la ville est épargnée par les Huns et que les hommes de la cité n'ont pas brillé par un courage démesuré, ce qui semble être la stratégie adoptée par la plupart des cités durant cette campagne. Ce qui reste compatible avec une Geneviève ranimant les cœurs et les âmes à Paris, en évitant la panique et en comptant sur Dieu. Mais il y a un détail plus fort encore pour nous à noter dans cette histoire de Geneviève qu'on ne vous a pas raconté. La sainte patronne de Paris n'est pas seulement une aristocrate de la capitale, doublée d'une femme pieuse et d'un leader courageux. Non, ce qui la caractérise de manière particulière pour nous, c'est son nom. Étonnamment, notre héroïne gauloise a un nom tout à fait germanique. Alors, il y a plusieurs interprétations, mais Genovefa est vraisemblablement la latinisation du francisque Kenowifa ou Kenowufa, c'est-à-dire Ken, qu'on peut traduire par le clan ou le groupe, et Wif, femme qui s'est transformée en wife en anglais moderne. Femme du clan donc, pour tenter une traduction approximative. Ce qui nous laisse avec deux hypothèses donc. Soit un choix de prénom à la mode à Paris au 5e siècle, soit qu'elle est plus probablement la descendante d'un officier franc installé dans la région et qui s'est inséré dans l'aristocratie locale gallo-romaine. De petits détails qui rappellent, si c'était nécessaire, qu'il y a eu des francs ou des descendants de francs partout en Gaule, à tous les étages et parfaitement intégrés, soit par l'ADN, soit par la culture, aussi loin que le bassin parisien. Et ça, bien avant l'apparition de Clovis d'ici un quart de siècle. Mais pour en revenir à Attila, sa campagne lui fait quand même traverser la Gaule à toute vitesse. Après le pillage de Metz au début du printemps et l'évitement de Paris, il arrive un mois plus tard aux abords de la ville d'Orléans, une des plus riches du pays, qu'il assiège à partir de mai 451. Orléans, c'est une place forte située au nord de la Loire et qui commande un pont très fréquenté pour traverser le fleuve. Et, mis à part par son évêque qui bien sûr galvanise la population pour tenir bon, la ville est surtout défendue maintenant par les Alains. Alors les Alains sont un peuple des steppes nomades apparentés aux Sarmates et qui ont participé à l'invasion de 406. On les connaît surtout pour leur cavalerie lourde de cataphractaires et leur participation aux guerres civiles du début du 5e siècle avant de se fixer sur la vallée de la Loire avec la bénédiction d'Aetius dont ils ont rejoint la coalition. Des Alains qui vont, contrairement aux espoirs d'Attila, résister plusieurs jours avec l'appui de la population enfermée dans les murailles.
Des hommes qui repoussent les assauts des envahisseurs par les armes comme par la prière de son évêque, si on en croit Grégoire. Une ville qui tient donc bon malgré les coups de bélier et qui finit par voir les Huns décrocher et repartir vers l'est lorsque Aetius et sa coalition finissent par s'approcher. Oui, bon, ça devient quand même un peu le running gag, hein. Le coup de la ville qui se sauve grâce à son courageux évêque, selon les textes toujours. Certains dessinateurs modernes font même remonter l'origine de cette légende urbaine à un soi-disant petit village armoricain qui résistait encore et toujours à l'envahisseur. Disons en tout cas que l'hypothèse la plus probable est que, motivés par leur évêque, les Alain, les Gérard, les Bernard et tous les autres défenseurs de la ville ont réussi à tenir assez longtemps devant les Huns en attendant qu'Aetius finisse par rappliquer avec son armée coalisée pour les faire dégager. Et apparemment, Attila a dû se dire qu'ils avaient déjà bien rempli leurs poches et leurs objectifs et qu'il valait mieux en rester là plutôt que de tout risquer dans un affrontement incertain aux portes de la ville, pris entre les défenseurs d'Orléans et la coalition des Romains. Les Huns décident donc de battre en retraite, même s'ils ne sont pas battus, mais avec assez d'or pour considérer la campagne comme un succès et s'en retourner vers l'est. Par contre, c'est une toute autre histoire pour Aetius et ses alliés. Eux se disent que s'ils ne frappent pas là et maintenant avec toute leur force combinée pour les faire plier, ils invitent indirectement les Huns à revenir tranquillement l'année d'après ou la suivante à recommencer le même genre de farce. Et que si Attila et sa coalition sont ralentis par le butin qu'ils tentent de ramener à l'est, c'est maintenant leur seule véritable chance de lui faire passer le goût de revenir en Gaule. Et c'est donc Aetius et sa coalition qui vont déclencher la fameuse bataille des Champs Cataloniques en juin 451, quelque part en Bourgogne moderne, sur le chemin du retour pour les Huns. Une bataille dantesque, un peu à front renversé, où c'est l'armée coalisée d'Aetius qui attaque frontalement celle des envahisseurs d'Attila, qui essaie de les esquiver pour entrer tranquillement outre-Rhin. D'ailleurs les Francs d'Aetius qui vont ouvrir le bal à la veille de la grande bataille, en engageant dans une première escarmouche géante la tribu des Gépides de la coalition d'Attila. Une première bataille de cavalerie où soi-disant 15 000 hommes tombent de part et d'autre. Oui, alors je te stoppe Xavier, car ces chiffres de l'historien Jordanès, c'est un peu du grand n'importe quoi. On va dire poliment que c'est l'estimation des manifestants et pas des forces de l'ordre. En tout état de cause, un engagement violent où s'illustrent les Francs et qui force Attila à arrêter sa marche et à se préparer au combat généralisé le lendemain. La grande bataille va avoir lieu le jour d'après, le 20 juin 451, quelque part dans les environs de Châlons en Champagne ou de Troyes, entre les deux coalitions géantes, enfin face à face. Bataille ultra célèbre mais ultra mal connue en même temps, du fait des rapports obscurs et tardifs des historiens sur son compte. Que ça a été un bain de sang avec des dizaines de milliers d'hommes engagés de chaque côté, c'est incontestable. Mais qu'il y ait eu un vainqueur clair, ça l'est un peu moins en fait. Pour résumer à grands traits, après la mise en place des deux armées, la cavalerie unique va déclencher l'attaque en début d'après-midi avec sa technique habituelle de charge et de volée de flèches. Sauf que face à eux, ils ne trouvent pas les forces habituelles statiques de légionnaires romains, mais de larges bataillons de cavalerie barbare, très mobiles et capables de charger eux aussi. Les Visigoths vont notamment réussir à tenir le choc et à retourner la situation en mettant les Huns et les Ostrogoths en déroute, les obligeant à se retrancher dans leur camp fortifié à l'aide de leurs chariots à la nuit tombée pour éviter un écrasement total. Une trêve imposée par l'obscurité, mais qui va changer totalement le cours de la bataille. Car cette victoire partielle des Romains ne va étrangement pas se conclure par l'écrasement définitif des Huns le lendemain. Car gros coup du sort, le roi des Visigoths et lointain successeur du grand Alaric a été blessé mortellement durant la contre-attaque, piétiné par un cheval ou blessé par un coup de lance. Les textes sont conflictuels. Un coup dur pour le camp romain ou un coup de génie selon les textes, puisque l'affaiblissement politique des Visigoths se combine avec l'affaiblissement militaire des Huns, c'est-à-dire le scénario idéal pour Aetius. Le fils aîné du roi des Visigoths, encouragé par Aetius, décide donc le lendemain de quitter le champ de bataille avec toute sa troupe. Une retraite express vers l'Aquitaine pour assurer son contrôle de l'héritage royal, menacé par des concurrents restés à Toulouse. Et une désertion qui permet donc à Attila de repartir tranquillement sans plus pouvoir être poursuivi par Aetius qui n'a plus assez de troupes à sa disposition. Et c'est ainsi qu'Aetius est resté dans nos livres d'histoire comme le grand vainqueur des champs cataloniques.
peut-être pas militairement, mais au moins politiquement, en réussissant à renvoyer dans leur 22 les deux superpuissances barbares du moment, après les avoir respectivement affaiblis, sans les écraser toutefois, pour maintenir un bon équilibre. Mais comme d'habitude, tout cela semble un peu trop beau. Cela décrit Aetius comme un grand stratège politico-militaire avec un don de double vue, façon Paul Muad'Dib. Et pour ne pas faire de jaloux, il semblerait qu'il adopte le même procédé avec les Francs. Malin le Aetius. C'est vrai, car si les auteurs antiques racontent comment Aetius incite le prince des Visigoths à décamper à la mort de son père le roi pour récupérer son trône, Grégoire nous livre pour sa part une petite phrase supplémentaire. Aetius se délivra par une semblable ruse du roi des Francs. Sous-entendu, les Francs aussi sont envoyés dans leur pénate au nord de la Gaule, sous les ordres du prince vainqueur, pour s'emparer du pouvoir au nom de Ravenne, pendant que son renégat de frère travaillant pour Attila doit faire retraite avec lui. Ce qui reste possible bien sûr, même si on peut s'interroger sur la logique d'Aetius de laisser filer toutes ses forces, ou presque, alors que la guerre est loin d'être finie. Est-ce que vraiment, après avoir fait partir les Visigoths, les Romains se sont débarrassés des Francs, les renvoyant au nord? Ou nos héros se sont juste partis sans rien demander à Aetius, puisque la menace unique sur la Gaule était écartée? Mystère, même si la deuxième hypothèse semble plus logique avec la reprise de la guerre en Italie dès l'année suivante, qui va encore coûter très cher à Ravenne. Mais quoi qu'il en soit, tout ça ne change rien au résultat final, qui est la désagrégation totale de l'armée d'Aetius en Gaule et le retour des troupes romano-barbares dans leurs régions respectives. Et certains historiens font donc l'hypothèse que c'était bien Mérové, le jeune prince qui avait adopté Aetius, et qui finit donc dans le camp des pseudo-vainqueurs, qui repart vers le nord avec ses troupes fin 451. Alors que son frère, le Clodebaud des généalogies, lui repart avec Attila pour ne plus jamais réapparaître dans les textes. Des hypothèses amusantes, fascinantes même, mais dont on n'aura sans doute probablement jamais le fin mot. Les troupes barbares repartent donc toutes aux quatre coins de la Gaule, vers leurs terres ou celles qu'ils considèrent comme telles. Et dans le cas des Francs, sans disposer encore d'un véritable état constitué comme les Burgondes ou les Visigoths, ce sont des bandes de soldats aguerris et unis sous leur chef et adoubés par le pouvoir romain qui remontent vers le nord. Des hommes qui sont en train de s'imposer définitivement comme les véritables détenteurs du pouvoir militaire sur une région qui se colore culturellement de plus en plus avec cette élite guerrière, quel que soit l'ADN majoritaire de sa population. En réalité, la bataille des champs cataloniques ne change pas la trajectoire fondamentale de l'Empire romain d'Occident en route vers sa dissolution finale. Ravenne, à part son vieux prestige ancestral, n'a de toute façon plus beaucoup d'atouts dans la main pour reprendre le contrôle de son empire après 451, avec de moins en moins de troupes sous ses ordres et d'or dans ses mains. Et chaque région et son groupe de guerriers barbares local, à commencer par les Francs, c'est qu'après cette bataille, aucune raison ne le retient vraiment plus dans la dépendance à l'Empire, alors que cette construction n'est plus désormais qu'une somme de territoires et d'armées virtuellement indépendantes. Au contraire même, puisque le dernier champion de l'autorité centrale, le dernier général capable par son autorité et sa capacité politique à faire vivre l'illusion d'une certaine cohésion de tout ce beau monde, ne va pas survivre longtemps à sa grande victoire. Septembre 454, l'incapable qui lui sert d'empereur, le velléitaire Valentinien III, assassine Aetius de sa propre main, par jalousie, par crainte ou par simple imbécilité, et se débarrasse ainsi de son dernier atout, pour son plus grand malheur et celui de tout l'Empire d'Occident. Un plan simple, basique, mais en tout cas, cela lui coûtera la vie l'année suivante. Aetius sera même vengé un peu ironiquement par ses deux gardes du corps 1. Forcément, a-t-on envie de dire. Retour de karma en tout cas, qui débarrasse l'Empire du dernier descendant de Théodose et de Constantin le Grand. 3 ans après les champs cataloniques, tous les grands acteurs du drame sont morts. Aetius, Valentinien III et Attila lui-même, terrassés à la suite d'une nuit de noces visiblement un peu trop arrosée. Et en plus de tout ça, l'Empire romain est maintenant un champ de ruines. Et sur ces ruines, cette fois, c'est promis. Il est temps de vous parler non plus seulement des Francs, mais bien des Mérovingiens. L'heure de Chilpéric Ier, premier grand roi de la lignée, a enfin sonné. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire.
N'hésitez pas à nous écrire à meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.